Guillaume Soro fait le point des projets examinés lors de la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale qui a donné son point de vue sur la loi portant organisation du référendum pour l'adoption de la Constitution. Les experts du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire ont planché sur des dossiers brûlants lors de la 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, des dossiers qui seront soumis au chef d'État. La France a subi une nouvelle attaque terroriste aujourd'hui. L'un des deux agresseurs a été identifié comme étant Adel Kermiche. Il est âgé de 19 ans et est né en France. Madame, Messieurs, bonsoir. Clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale a fait le point des 21 projets examinés. Soro Guillaume s'est aussi exprimé sur la loi portant organisation du référendum pour l'adoption de la Constitution. Sidonie Wakadavila. L'actualité marquée par les récentes manifestations a dominé la clôture de la première session ordinaire 2016 de l'Assemblée nationale. Ce mardi, le président de cette institution a fustigé les violences qui ont émaillé les protestations contre le coût de l'électricité. Nous avons été tous témoins de violences inouïes qui se sont emparées de certaines de nos villes, occasionnant, hélas, perte en vie humaine, atteinte à l'intégrité physique de plusieurs personnes, pillage des biens publics et privés. À l'origine, dit-on, se trouveraient des revendications liées au système de facturation de l'énergie électrique pour les ménages. Aussi fondées et légitimes que fussent ces revendications, rien ne saurait en revanche expliquer ni justifier la violence utilisée pour les exprimer. Je désapprouve totalement ces actes de vandalisme et je les condamne. Face à l'outrage et à l'atteinte aux symboles de l'État, force doit rester à la loi. J'en appelle donc instamment et avec insistance à un retour aux fondamentaux du pacte social qui nous unit. Il nous faut revenir sur cet impératif, s'aimer l'amour, cultiver la paix. Chacun sait que c'est quand règne la paix et la sécurité que l'on peut agir efficacement sur la santé, l'école et le travail. Au cours de cette première session, ce sont 21 projets qui ont été examinés, dont celui relatif à la loi organique portant organisation du référendum pour l'adoption de la Constitution. Face aux nombreuses personnalités venues participer à la cérémonie, parmi lesquelles on peut citer des présidents d'institutions, des diplomates, des chefs coutumiers et des délégations venues du Mali et du Burkina Faso, le président s'est prononcé sur la nécessité d'une telle loi. Un premier pas a été franchi le vendredi 22 juillet 2016 avec le vote de la loi. Cette loi qui précise les conditions d'organisation de ce type particulier de scrutin et ne concerne pas le contenu de la loi référendaire, nous conduit à parfaire notre démocratie. C'est avec ce discours que la première session ordinaire de l'année 2016 de l'Assemblée nationale prend fin. La seconde devrait débuter le 3e mercredi d'octobre prochain, sauf en cas de nécessité de session extraordinaire. Après cette cérémonie, le président de l'Assemblée nationale a échangé avec le président du Conseil économique et social et la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Hamza Diaby nous dit ce qu'ils se sont dit. Sur l'agenda de Guillaume Soro ce lundi, 2 audiences. Le président de l'Assemblée nationale a d'abord reçu Charles Kofi Dibi, président du Conseil économique et social depuis le 16 juin dernier, qui entame ainsi une visite de courtoisie et de travail aux autres institutions de la République. Nous venons d'avoir une séance de travail qui ouvre des perspectives et surtout qui permet de consolider la relation et de fluidifier la relation entre les institutions de la République, surtout l'institution que vous dirigez et la nôtre, parce qu'il est important que nous puissions tous savoir que les institutions de la République doivent, de façon complémentaire, travailler avec le gouvernement de notre pays. Nous avons bien entendu noté que
c'est bien dans une synergie et dans une complémentarité harmonieuse que nous devrions travailler. J'ai assuré le président du Conseil économique et social de la disponibilité de notre institution, n'est-ce pas, à être à ses côtés et à travailler, n'est-ce pas, dans l'intérêt supérieur de la nation. Deuxième audience de la journée, celle accordée à Mariatou Koné, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, sollicite l'appui du Parlement pour le maintien de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons besoin de tous les efforts conjugués pour parvenir à consolider la paix en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle nous avons actionné la diplomatie parlementaire afin que la paix règne de nouveau de façon durable dans notre pays. Guillaume Soro a rassuré Madame le ministre de toute sa disponibilité et de celle de l'ensemble des parlementaires. Le traité d'amitié et de coopération qui lie la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est vecteur de promotion de la paix et de l'intégration. Les deux pays entendent donc élaborer un projet de communiqué conjoint à soumettre au Conseil conjoint de gouvernement pour examen. Sur la table aussi, la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya. Alvorassa a participé aux travaux des experts à Yamoussoukro. Les travaux préparatifs des experts ivoiriens et burkinabés du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se sont achevés ce mardi. Les spécialistes des différents secteurs d'activité regroupés en 4 commissions ont travaillé avec ardeur pour évaluer les décisions et recommandations passées et proposer des projets d'accord. Chaque commission est co-présidée par un burkinabé et un ivoirien avec 2 rapporteurs. Un rapporteur ivoirien, un rapporteur burkinabé. Et donc les travaux ont commencé hier et chaque commission a une série de sujets conformément aux recommandations et aux décisions qui avaient été prises au dernier TAC. Et donc nous avons divisé les sujets par thème. Pour le financement de ces projets, tels par exemple les infrastructures routières et ferroviaires, des institutions financières et autres grands groupes vont accompagner les deux pays. Il y a déjà certains financements qui ont été trouvés. Et surtout du côté ivoirien, nous avons déjà fait une bonne série de tronçons qui nous reviennent. Et les financements qui restent à trouver sont en train d'être recherchés. Les Chinois sont très intéressés par une série. Il y a la Banque mondiale, il y a la BAD, il y a plusieurs institutions qui sont intéressées parce que ce sont des projets qui participent de l'intégration. Si nous réussissons cette expérience unique en Afrique du TAC, notre sous-région réussira son intégration et puis ça pourra faire tache d'huile. Les résultats de leurs travaux seront remis aux délégations ministérielles. Elles s'appuieront sur ces dossiers pour prendre des décisions qui seront ensuite validées par les présidents Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso pour le bonheur des deux peuples. Un 3e navire vient d'être octroyé à la Marine nationale, le patrouilleur CF Congo, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il a été mis officiellement en service. Vivons l'ambiance de la cérémonie de baptême avec Hamza Diaby. Ce navire de guerre porte le nom du capitaine de frégate Sekongo Doulaye, disparu tragiquement avec 5 frères d'armes au cours d'un chavirement lors d'une mission commandée sous le pont Félix Houphouët-Boigny en 2012. Selon le contre-amiral Djakari Konaté, commandant la Marine nationale, ce drame est survenu à cause d'un manque crucial de moyens adaptés dont souffrait son unité. L'acquisition du CF Sekongo obéit donc à plusieurs objectifs primordiaux. Ce sont entre autres la modernisation de la flotte navale et la maîtrise des risques croissants à la sécurité et à la sûreté maritime. Je voudrais vous prier, Monsieur le ministre, de bien vouloir transmettre à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, chef suprême des armées, nos sincères remerciements et notre infinie reconnaissance. Se fondant sur sa clairvoyance politique et à sa parfaite connaissance du monde maritime, les marins nourrissent le secret
espoir d'acquérir dans quelques années, grâce à vous, des navires de plus grande envergure qui achèveront de lui conférer son statut de puissance navale régionale pour le rayonnement d'une Côte d'Ivoire émergente. Le capitaine de frégate Sekongo sera doté d'un canon de 20 mm à l'avant et 2 mitrailleuses 12,7 mm à l'arrière. Henriette Conan-Bédier, représentée par Adèle Ndamian, parrainait cette cérémonie au cours de laquelle le ministre chargé de la Défense, Alain Richard Donvailly, a été fait commandeur dans l'ordre du mérite maritime. 13 autres personnalités civiles et militaires ont été décorées en reconnaissance du dynamisme et de la vitalité qu'elles ont su insuffler à la mise en œuvre de l'action de l'État en mer en Côte d'Ivoire. Le général de brigade Detoleto Firmin est le nouvel inspecteur général des armées. Il a pris officiellement fonction aujourd'hui dans la commune du Plateau en présence du ministre chargé de la Défense, mais aussi de la hiérarchie des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le général de brigade Detoleto est la 8e personne à occuper ce poste d'inspecteur général des armées qui était vacant depuis 10 ans. L'inspection générale des armées a pour mission le contrôle et l'évaluation des capacités opérationnelles des forces armées. Le nouvel inspecteur général des armées va aussi planifier les actions de l'outil de la défense du pays. À l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, les étudiants continuent de bouder les cours. Les portes de certains amphithéâtres sont fermées et si certaines salles sont ouvertes, elles restent désespérément vides. Pourtant, le nouveau président de l'université Félix Houphouët-Boigny avait appelé dimanche dernier à la reprise des cours. Moussa Konaté. Ce n'est pas l'ambiance habituelle des jours studieux sur le campus de Cocody. Amphithéâtre fermé, étudiants oisifs qui s'occupent comme ils peuvent. Malgré l'appel des autorités universitaires dimanche dernier, les activités peinent à redémarrer. Il y a une reprise effective dans 2 UFR. Les UFR de sciences médicales, où ils composent depuis le lundi. Il y a aussi les UFR de sciences pharmaceutiques qui ont cours. Dans d'autres UFR, il y a eu des cours de façon sporadique, mais c'est une reprise timide. Dans l'enceinte de l'université, ce sont des étudiants dans l'incertitude. Certains profitent pour réviser dans des salles. Tous souhaitent la reprise des cours. Lorsque les cours demeurent aussi lentement, moi, je ne suis pas satisfait de cela. J'aimerais qu'on reprenne vite les cours le plus tôt possible. Face à cette situation, le président de l'institution réitère son appel à la reprise. Dire aux uns et aux autres, enseignants comme étudiants, de revenir et reprendre les activités, pour ceux qui sont programmés en tout cas, et que du point de vue de la sécurité, grâce à la décision du gouvernement, la police nationale assure la sécurité des uns et des autres. Rappelons que le lundi 18 juillet, l'université Félix Houphouët-Boigny a été le théâtre de violentes manifestations, entraînant une interruption des cours. Aujourd'hui, le calme règne, mais les étudiants attendent toujours de regagner les amphithéâtres. Du côté de l'enseignement technique, les choses se déroulent plutôt bien. Jusqu'au 17 septembre, les apprenants pourront procéder à la préinscription en ligne. Et c'est le ministre de l'enseignement technique et professionnel qui a effectué ce lancement, grâce à Kando. Sur le net, nous devons taper www.formationpro.ci. Une fois tapé, vous aurez une page où l'apprenant doit inscrire son matricule. Après avoir inscrit son matricule, il clique sur OK. Les informations relatives à l'apprenant s'affichent. L'apprenant choisit un opérateur pour payer son inscription. Une fois l'opérateur choisi, on va vous demander d'inscrire le numéro de téléphone sur lequel vous voulez que le montant soit débité. Une fois le montant débité, il y aura une autre fenêtre où on va vous demander d'imprimer le reçu de votre paiement. Cette démonstration illustre le processus de préinscription en ligne des établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le ton est ainsi donné ce lundi 25 juillet jusqu'au 17 septembre aux apprenants de faire leur préinscription en ligne. Le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle
appelle au respect des délais avant de présenter les avantages d'un tel dispositif qui se résume notamment à la sécurisation des frais d'inscription et à la maîtrise des effectifs. L'avantage de cette opération, c'est 1, le gain de temps, 2, l'opération devient transparente et moins coûteuse, moins onéreuse. Et 3, cela permet d'avoir rapidement les statistiques, que ce soit sur les apprenants, mais aussi lorsqu'on doit repartir ces élèves par établissement. Les parents d'élèves, nous leur lançons un appel pour qu'ils s'inscrivent dans cette initiative. C'est une très bonne initiative, ça nous soulage énormément parce qu'à la rentrée, il y a pas mal de dossiers à gérer. Et ça fait que dans les secrétariats, à la rentrée, les secrétariats des directions, c'est le calme plat. 3 maisons de téléphonie mobile ont été retenues pour cette opération de préinscription des établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le top départ de l'opération propriété embellissement des villes et communes lui a été donné par la ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement dans la commune de Cocody. Anuloto invite toutes les couches socioprofessionnelles à s'impliquer dans cette opération. Le reportage de Alexis Ouedraogo. Voilà la phase pratique du projet d'embellissement des villes et communes de Côte d'Ivoire. Et elle démarre à Cocody. Pour Anne-Désirée Ouloto, l'heure n'est plus à la parlotte. Chaque citoyen doit prendre ses responsabilités. Il s'agit donc de créer les conditions d'une mobilisation de tous autour de la question de la propreté, de la salubrité et de l'assainissement de notre environnement immédiat. 12 comités ont été mis sur place avec à leur tête des parrains, membres du gouvernement et opérateurs économiques. Ils devront travailler à assainir leur zone en tout point, propreté des caniveaux, nettoyage des rues et autres ravalements de façades. Que chacun, là où il se trouve, et quelle que soit sa condition, y mette du sien et devienne ambassadeur de la propreté, ambassadeur de l'assainissement, promoteur de bonnes pratiques de salubrité et d'assainissement. Certaines mesures devront accompagner ce lancement, la construction d'infrastructures modernes de gestion des déchets, l'instauration du tri sélectif à partir des ménages, l'installation de toilettes publiques et l'amélioration du drainage à Abidjan et dans les autres villes du pays. Président le lancement de l'opération, Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a exhorté les populations à un profond changement de comportement. Bien souvent, on a fait des opérations, mais je crois que les populations n'ont pas capté leur rôle, leur mission. Dans notre capacité, chacun à prendre conscience que c'est possible. Ce sont près de 260 milliards de francs CFA que le gouvernement consacre à la salubrité du cadre de vie des populations dans le PND 2016-2020. Le Fonds saoudien de développement a fait un prêt de plus de 12 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Objectif, financer en eau potable à la ville d'Abengourou et les localités environnantes depuis la Comoé et réaliser les forages en milieu rural. Cette double signature porte à 43 milliards de francs CFA la contribution du Fonds saoudien à la Côte d'Ivoire. Les pays africains apportent leur soutien à la candidature de la Côte d'Ivoire pour l'organisation du congrès de l'Union postale universelle 2020. C'était au cours de la 9e conférence des plénipotentiaires de l'Union panafricaine des postes à Yaoundé, 7 au Cameroun. Salimata Dia, Hugues Pebli. La Côte d'Ivoire veut accueillir le congrès de l'Union postale UPU en 2020. Cette ambition, elle l'a formalisée à Yaoundé au Cameroun lors de la 9e conférence des plénipotentiaires. La candidature ivoirienne a été soutenue à travers l'adoption d'une résolution par l'Union panafricaine des postes, UPAP. Témoin de ce soutien des États africains à la Côte d'Ivoire, Bruno Nabagné Kone, ministre de l'économie numérique et de la Poste. Cet événement était d'abord un événement pour l'Afrique, avant même d'être celui de la Côte d'Ivoire, ce que tout le monde a compris. Et nous sommes heureux de voir ce soutien fort des 5 régions postales africaines qui vont nous soutenir à Istanbul pour défendre la candidature de la Côte d'Ivoire et plus tard, évidemment, nous soutenir dans l'organisation de cet événement. Autre sujet abordé à cette rencontre, l'évolution des postes dans les pays africains. Nous avons, pour l'essentiel, réfléchi aux évolutions de nos postes après le début de la mise en œuvre
de la conférence de Doha de 2012 qui consiste principalement à améliorer le plus fortement possible les services que les postes offrent aux populations. Les postes au cœur des politiques économiques et sociales, c'est l'exhortation faite à l'endroit des gouvernants lors du panel animé par le ministre ivoirien. Lors du renouvellement des instances de l'UPAP, la Côte d'Ivoire a été reconduite au conseil d'administration de l'organisation. L'institution spécialisée de l'Union africaine, créée en 1980, a pour but de développer le réseau postal physique, électronique et financier dans tous les pays membres. C'était un élément signé Salimata Dia et Mamadou Kouassi. Ouverture à Yamoussoukro de l'atelier de partage d'expériences de 20 centres sociaux abritant des plateformes de collaboration sur les activités de soins et soutien aux orphelins et autres enfants vulnérables du fait du VIH-Sida et leurs familles. L'espoir de vaincre le Sida est permis avec un changement de stratégie et un engagement collectif coordonné. C'est ce que nous dit Kwadju Kwame. Avec une séroprévalence de 2,7%, la Côte d'Ivoire reste le pays le plus touché par la pandémie du VIH-Sida en Afrique de l'Ouest. Selon l'ONU-Sida, le nombre d'orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du sida est de 410 000. Le gouvernement ivoirien a donc mis en place le PNOEV qui vise à développer la politique nationale des prises en charge. 55 plateformes de collaboration, cellules juridiques et groupes communautaires sont installées avec l'appui des bailleurs de fonds. La rencontre de Yamoussoukro vise à faire le bilan des activités des centres sociaux, les soins et soutien aux OEV et leurs familles. Pour le représentant du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, la notion de vulnérabilité mise en œuvre par le gouvernement permet de prémunir les personnes ou les ménages contre les chocs que peuvent causer les risques sociaux. Pour la coordinatrice du PEPFAR, tous les acteurs doivent s'engager pour une génération sans sida, toute chose qui nécessite un changement de stratégie et d'approche. Efrazi Yao Kouassi s'est réjoui des résultats enregistrés, cependant, des défis restent à relever. L'accès limité des enfants au traitement et du risque toujours persistant pour les jeunes filles et les femmes de contracter cette maladie. Et il nous faudra surtout mettre en œuvre des actions pour freiner la féminisation de la pandémie. Le ministère travaille pour renforcer le volet communautaire de la lutte contre la pandémie. Efrazi Yao Kouassi a surtout insisté sur la mise à disposition de bases de données uniques et fiables. Plusieurs plantations de vivriers ont été transformées en plantations de cultures pérennes. Cette situation inquiète les élus et cadres du Nzikomoé, une façon de faire qui est à l'origine de la pénurie de manioc et d'autres produits vivriers. D'où l'appel de ces cadres dans la reconversion des cultures vivrières. Le reportage de Charles Tatou. Région du Nzi, zone de transition entre la forêt et la savane. Dans cette partie de la Côte d'Ivoire, ancienne boucle du cacao. La prospérité n'est que du passé du fait des aléas climatiques, notamment la sécheresse avec son corollaire de feux de brousse. La seule alternative pour le redécollage de cette région est la reconversion des cultures pérennes. Pour la présidente de l'ONG AFAF, le manioc peut répondre à ce souci. Le manioc a des dérivés assez élastiques. Il y a la bille à base du manioc, l'amidon industriel, l'amidon alimentaire, vous avez la colle forte. Une vaste campagne de promotion de la culture du manioc à l'actif de l'ONG AFA bat son plein. Les populations rurales de Bengassou viennent de recevoir du matériel agricole. Une démarche appuyée par les élus. Ce que nous sommes en train de faire, c'est nous-mêmes de pouvoir sécuriser 400 hectares au niveau du département. Nous félicitons l'ONG AFA qui aujourd'hui nous fait l'honneur de nous doter d'une usine de fabrication, en tout cas des produits dérivés du manioc. Les autorités locales de Kouassi-Kouassikro, elles, ont fait anticiper les actions du projet. Nous avons approché la NADER qui a pu mettre à notre disposition des boutures de manioc améliorées. Depuis un an, nous avons fait la vulgarisation au niveau de 15 villages. Aujourd'hui, dans l'ensemble plus global du projet Boucle du Manioc, nous apportons notre assistance, mais le projet a insisté pour que l'encadrement soit plus rapproché. Et c'est ce qui a fait l'objet
d'une convention entre nos deux structures. Normal de doter la localité d'une usine de manioc. Pour rassurer les populations de la construction de leur usine, l'inspecteur d'État, Niami Ngouran, y a effectué le déplacement. Nous avions été particulièrement heureux de transformer l'ancienne boucle du cacao en boucle du manioc afin d'inscrire la région du Nzi au cœur de la politique nationale de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté. Remise de matériel agricole et pose de la première pierre de l'usine de transformation de manioc ont ponctué la rencontre des sensibilisations. Les futures échéances électorales, c'est pour bientôt. La Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence en 2015 forme donc ses coordonnateurs dans toutes les régions en vue de mieux aborder ces élections. Kader Sogodogo. Les coordonnateurs politiques de la Force 2015 venus de tout le pays étaient à Yamoussoukro. Objectif à se former en vue de participer à toutes les batailles pour le triomphe du RHDP comme parti unifié. C'est donc pour nous le moyen de nous doter de tout ce qui est moyens humains et moraux capables de relever les grands défis politiques, notamment la création du parti unifié RHDP que nous avons décidé. Au cœur de cette formation, les TIC occupent une place importante. Être présent sur les réseaux sociaux s'impose. Nous voulons, grâce aux enseignements que nous recevrons, être des agents de promotion et de protection de l'image et des actions du chef de l'État Alassane Ouattara sur les réseaux sociaux et dans nos localités. Les coordonnateurs de la Force 2015 sont prêts à occuper le terrain après ce renforcement de capacité. Notre vie, c'est le net. Voilà, nous ne connaissons rien d'autre en dehors des réseaux sociaux et nous défendrons le président avec cette arme-là. Cette formation me donne de comprendre, n'est-ce pas, le bien fondé d'un leadership politique. Le séminaire de la Force 2015 avait pour thème la formation au leadership politique, enjeux et perspectives à l'aune du parti unifié RHDP. Un séminaire placé sous le haut patronage du ministre d'État Jeannot Ahoussou-Kouadio, sous la présidence du directeur général des douanes Issa Koulibaly et sous le parrainage de Insie Yakouba, directeur général du port autonome d'Abidjan. En Somalie, au moins 13 personnes ont été tuées ce matin près de l'aéroport de Mogadiscio dans un double attentat suicide à la voiture piégée revendiquée par les islamistes Shebab. Un des véhicules a explosé près d'un poste de contrôle et un autre près d'un bâtiment de l'ONU. Les forces de sécurité ont réussi à intercepter les assaillants et à repousser l'attaque. En France, 2 assaillants ont tué un prêtre ce matin et blessé 3 autres personnes lors d'une prise d'otage dans une église à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. Ils ont été abattus par la police. L'un d'eux, identifié comme Adel Kermiche, avait tenté par 2 fois de rejoindre la Syrie. Un nouveau drame pour la France. Ce mardi, aux environs de 9h, 2 individus munis d'armes blanches pénètrent dans une église de Saint-Étienne-de-Rouvray en Normandie. Ils prennent en otage 5 personnes, dont un prêtre, 2 sœurs et plusieurs fidèles. Une religieuse qui a pu s'échapper donne l'alerte. Les services de police se sont mobilisés. La BRI de Rouen est rapidement intervenue et a encerclé l'église. Les 2 assaillants sont sortis et ils ont été neutralisés, abattus par les services de police. Mais le bilan est d'ores et déjà macabre. Un des otages, le prêtre, a été égorgé et une fidèle grièvement blessée se trouverait entre la vie et la mort. L'État islamique a revendiqué l'attaque en précisant que les 2 hommes appartenaient à la cellule terroriste installée en Normandie. Au Vatican, c'est l'indignation. Le pape François a condamné le meurtre barbare et a associé sa douleur à l'horreur. Le parquet antiterroriste de Paris s'est saisi de ce nouveau drame qui touche cette fois la communauté catholique française. Vous l'avez entendu tout à l'heure dans ce récit de Thomas Guessambi qui disait que le Vatican a réagi après ce drame dans l'ouest de la France. Le Vatican qui prône l'amour face à la haine. Une nouvelle terrible qui s'ajoute malheureusement à une série de violences qui ces derniers jours nous ont déjà bouleversés, créant une immense douleur et suscitant une vive préoccupation. Nous suivons la situation, nous attendons des informations ultérieures pour mieux comprendre ce qui s'est passé.
Les papes informés participent à la douleur et à l'horreur pour cette violence absurde et condamnent de la manière la plus radicale qui soit toute forme de haine et prie pour les personnes touchées. Nous sommes particulièrement frappés parce que cette violence horrible a eu lieu dans une église, un lieu sacré dans lequel on annonce l'amour de Dieu. Une violence advenue par la mort barbare d'un prêtre et l'implication de fidèles. Nous sommes proches de l'Église de France, de l'archidiocèse de Rouen, de la communauté qui a été frappée et de tout le peuple français. Au moins 19 personnes ont été tuées et 25 autres blessées au Japon dans la nuit de lundi à mardi dans une attaque au couteau. C'est dans un centre pour handicapés de Sagamihara que s'est déroulé ce drame. Le suspect est un homme de 26 ans qui s'est d'ailleurs rendu. Il a affirmé aux autorités qu'il était un ancien employé du centre. Il aurait dit aussi à la police « Les handicapés devraient tous disparaître ». C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.